Aujourd'hui, nous allons visiter le musée du Louvre. C'est un des plus grands et en tous les cas, c'est le musée le plus visité de la planète. La visite que vous allez voir a duré 10 heures et il a fallu parcourir plus de 17 km dans les couloirs du musée pour regrouper toutes ces images. Bonne visite à tous. La première chose à voir quand on va visiter le Louvre, c'est le Louvre, le bâtiment lui-même. Aujourd'hui, il est mondialement identifié par sa grande pyramide de verre de l'architecte Pei, qui trône au milieu des fontaines, au centre de la cour principale ouverte sur Paris. Mais si le Louvre est devenu un musée après la Révolution française, il ne faut pas oublier qu'il a longtemps été une résidence royale qui a abrité, parmi d'autres, François Ier et ses descendants, puis Henri IV, et jusqu'au règne de Louis XIII et Louis XIV. Aujourd'hui, la pyramide est composée de 673 carreaux de verre trempés et de métal et fut inaugurée en 1988. C'est même l'entrée principale du musée. La visite commence du côté de l'aile Sully, vers l'est, en dessous de la cour carrée, sous le bâtiment de l'horloge. On découvre les soubassements du château fort construit pour le roi Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle. À partir des soubassements, on pénètre dans le département des antiquités égyptiennes. C'est une des principales collections égyptologiques mondiales en dehors du territoire égyptien. Cette collection fut voulue en 1826 par le roi Charles X, qui nomma Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes égyptiens, premier conservateur des lieux. Au fil du temps, les collections vont s'étendre pour occuper aujourd'hui l'essentiel de cette aile du Louvre. La visite se poursuit avec le département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Ici, la star, c'est la célèbre Vénus de Milo, une jolie représentation de la déesse Aphrodite qui monopolise un peu trop l'attention au détriment des milliers d'autres œuvres de ces trois civilisations du bassin méditerranéen, dont l'histoire s'étend de l'époque néolithique au IVe siècle avant notre ère. On débouche maintenant sur la cour Visconti, qui est recouverte d'un voile aérien composé d'un vitrage. C'est le département des arts de l'islam, là encore la plus grande collection d'objets islamiques au monde. La collection regroupe plusieurs joyaux de l'art islamique. La Pyxide d'Al-Moujira, une boîte en ivoire espagnol datée de 968, le plat au pan, importante céramique ottomane, et surtout le baptisphère Saint-Louis, une des pièces les plus célèbres et les plus énigmatiques de tout l'art islamique. Nous arrivons dans la galerie du Nouveau Louvre, construite sous le Second Empire et qui abrite les collections des sculptures italiennes du XVIe au XIXe siècle. On peut y admirer Psyché, ranimée par le baiser de l'amour de Canova. Au milieu de magnifiques œuvres comme Mercure enlevant Psyché, se trouvent aussi les sculptures de Michel-Ange, les esclaves. L'escalier principal où trône la victoire de Samothrace, un monument votif du début du XIIe siècle, trouvé sur l'île de Samothrace au nord de la mer Égée, nous conduit vers les galeries de peinture des étages. On est maintenant directement accueilli dans les galeries d'art italien par le Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, puis les grands maîtres italiens se succèdent.
La galerie donne accès à la salle des États, sans aucun doute la plus bondée du musée. Et pour cause, c'est ici qu'est exposée la Joconde de Léonard de Vinci, icône mondiale de la peinture et de la culture, avec qui beaucoup veulent faire un selfie. Pourtant, tous ces fans ont-ils conscience de tourner le dos à une des plus belles et des plus grandes peintures du musée? En effet, face à Mona Lisa se trouvent les Noces de Cana de Véronèse, une gigantesque œuvre de 10 mètres où les jeux de lumière, les couleurs et les personnages abondent. De retour dans la galerie italienne, c'est l'occasion de découvrir parmi d'autres les saisons d'Arcimboldo. On passe ensuite à la peinture espagnole, avec El Greco, Velázquez et Goya par exemple. Le retour se fera par la galerie des peintures françaises néoclassiques et romantiques. Au milieu des portraits des monarques et des batailles, on trouve un des exemplaires du Sacre de Napoléon, une commande de l'empereur à Jacques-Louis David. On peut aussi admirer le très sombre radeau de la Méduse de Géricault. Et bien sûr, peut-être le tableau qui incarne le plus la nation française, la liberté guidant le peuple, où Delacroix exprime le vent de liberté de la nation lors de la Révolution de 1830. La galerie d'Apollon est une pièce du palais prototype du classicisme français tel qu'on le retrouvera à Versailles. Nous allons maintenant changer d'aile du bâtiment pour aller vers l'aile nord ou l'aile Richelieu. Les deux grandes cours sous verrières, la cour Marly et la cour Puget, protègent les sculptures extérieures du XVIIe au XIXe siècle. Les salles autour de ces deux cours proposent aussi une belle diversité de sculptures et d'une grande finesse, et parfois très étranges. Nous allons maintenant pénétrer dans une partie du Louvre un peu à part, ce sont les appartements impériaux et royaux. La profusion de dorures, de velours et le style très chargé avec des lustres démesurés sont bien la marque du Second Empire et de Napoléon III. En parcourant ces salles, on peut remonter dans le temps, vers le mobilier de Charles X en passant par Louis-Philippe. Mais on en revient au taulier, le mobilier, les appartements et même le trône de Napoléon Ier. Dans cette aile Richelieu, le dernier étage est consacré en partie aux peintures françaises, puis aux collections des écoles du nord de l'Europe.
ne va maintenant pas tarder à fermer. C'est un peu dans la précipitation que nous allons traverser quelques salles où se côtoient des armures royales et diverses décorations inestimables, avant de rejoindre la partie basse pour se retrouver dans la galerie de sortie.